On a mis déjà beaucoup de choses sur la table et on va donc essayer de voir ensemble comment la médecine peut faire face à cette épidémie d'obésité et de diabète qui est extrêmement importante. Alors, tout d'abord, quelques chiffres français sur l'obésité. Nous avons la chance d'avoir en France différentes études de surveillance de l'importance de l'obésité. Et la plus connue est probablement cette étude OBEPI qui a été dirigée par le professeur Arnaud Badevant et par le docteur Marie-Aline Charles, que vous avez entendu précédemment, et qui nous montre que, pour finir, la France peut apparaître comme relativement encore protégée, puisqu'on a plus de la moitié de la population française qui n'a pas de surpoids, qu'on a 32% de la population en surpoids et qu'on est actuellement à 15% d'obésité. Mais bien sûr, l'inquiétude vient de l'évolution progressive, puisqu'on a la chance, avec cette étude OBEPI, d'avoir une surveillance régulière depuis 1997, et on voit qu'inéluctablement, on a une augmentation de l'obésité, que ce soit l'obésité commune ou l'obésité massive. On peut s'intéresser aussi un petit peu à la répartition en fonction de l'âge de l'obésité, et on voit que le surpoids et l'obésité sont d'autant plus importants qu'on s'élève dans les classes d'âge. Et avec l'augmentation de la durée de la vie, on peut être tout à fait inquiet des problèmes que vont poser l'obésité au grand âge, avec notamment tous les problèmes fonctionnels et le risque d'arriver à une perte d'autonomie. Nous avons d'ailleurs lancé une étude randomisée de l'intérêt de la chirurgie bariatrique dans les personnes de plus de 65 ans contre un traitement classique, conventionnel, puisque bien sûr, si la perte de poids importante induite par la chirurgie peut être intéressante, elle peut par contre aggraver les fontes musculaires et les problèmes d'autonomie. Donc il est extrêmement important, puisque au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de recommandations, ni nationales ni internationales, sur ce qu'il faut faire au-delà de 65 ans. Il est intéressant aussi de regarder bien en France comment a évolué le tour de taille des Français. Donc on voit qu'on a pris du poids progressivement, on a pris du tour de taille, et chez les hommes, en fait, on a une relative bonne association entre la prise de poids et l'augmentation du tour de taille. Ce qui n'est pas le cas chez les femmes, qui ont pris proportionnellement plus de tour de taille qu'elles n'en auraient dû par rapport à la prise de poids. Et en fait, l'obésité androïde se développe particulièrement chez la femme en France. Et c'est un souci d'inquiétude compte tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le lien entre cette obésité abdominale et les risques métaboliques. Alors vous avez ici une représentation un peu complexe, mais qui me paraît intéressante, et ce sera intéressant aussi de pouvoir vous pointer, c'est l'évolution de l'indice de masse corporelle en fonction des générations. Si on regarde par exemple, peut-être que je vais arriver à pointer quelque chose, non, le trait bleu du milieu, et si on regarde à quel âge on atteint 10% d'obésité dans une classe d'âge, vous avez dans le trait bleu du milieu, on l'atteint autour de 40 ans. Eh bien, si on se place 20 ans plus tard, dans des générations qui correspondraient aux enfants, on s'aperçoit qu'on atteint 10% à l'âge de 30 ans. Donc, certes, l'obésité touche surtout les classes de personnes âgées, mais on s'aperçoit qu'elle va toucher les populations de plus en plus tôt, et évidemment arriver à des obésités de durée de plus en plus longue au cours de la vie, et donc très inquiétante. Bien sûr, ce n'est pas un problème français, hein, comme vous l'avez bien vu, c'est un problème tout à fait international avec des zones extrêmement touchées comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et tous les pays asiatiques émergents. Et donc, c'est un grand souci d'inquiétude. Comme on sait très bien le lien entre l'obésité et le diabète de type 2, évidemment, cette épidémie d'obésité retentit sur l'épidémie de diabète. Et là, on a des projections tout à fait impressionnantes sur le développement du diabète dans les années futures, à la fois dans les pays développés où ça va toucher le grand âge, mais aussi dans les pays en voie de développement, où là, les projections sont encore plus effrayantes, avec une explosion de l'épidémie de diabète de type 2 aux âges moyens. Et les projections sur 2025 sont qu'il y aura plus de 300 millions de diabétiques dans le monde. Donc nous sommes face à vraiment quelque chose qui va être extrêmement délétère et dont il faut prendre la mesure. Le diabète est une maladie grave. Vous avez ici la représentation OMS de la mortalité attribuable au diabète, bien sûr très importante dans les pays où l'obésité est très développée, et puis aussi un développement qui ne fait qu'aller croissant. Alors, cette épidémie d'obésité a un coût énorme pour la santé,
Et il faut bien se rendre compte quelle est la porte d'entrée de la plupart des maladies chroniques, le diabète, bien sûr, dont on vient parler, mais également les maladies cardiovasculaires et le cancer. On a fait un lien très net entre le développement du cancer et le développement de l'obésité. Et vous avez vu tout à l'heure les projections du cancer, notamment dans votre pays, le Brésil, dans le futur, mais il est extrêmement lié au développement de cette obésité. Et quand on sait qu'on peut considérer que 60% de ces maladies chroniques extrêmement graves pourraient être évitées par un mode de vie plus sain, on est vraiment face aux défis que nous avons tous à relever. Alors pourquoi cette épidémie? Bien, le diagnostic est en fait porté de façon assez claire. Hein. On a eu d'énormes changements extrêmement rapides dans nos modes de vie, tant sur le plan d'alimentation, bon, on en a parlé tout à l'heure, l'excès de soda, une alimentation à densité énergétique élevée, grasse, abondante et surtout avec une perte des rythmes alimentaires, ce qui a certainement beaucoup contribué. Et tout ça associé à d'importants changements de nos modes de vie, avec la sédentarisation, les développements des transports, la mécanisation, enfin tout ce que vous savez parfaitement. Et pour cela, il est important de prendre la mesure et d'être capable, le plus possible, de prévenir et de prendre en charge précocement tous ces problèmes. Alors, s'il est effectivement de la responsabilité de tout un chacun d'avoir un mode de vie sain, hein, et puis des médecins d'expliquer à leurs patients qu'il faut qu'ils bougent, qu'il faut qu'ils mangent des fruits et légumes, qu'il faut qu'ils modifient leurs habitudes, bien sûr, il est de la responsabilité collective et particulièrement des pouvoirs publics de faire que ce mode de vie sain soit plus facile, et ceci par un changement d'environnement. Hein. Je crois que cette diapositive de Puška, qui est un Finlandais qui a beaucoup œuvré dans les programmes de prévention en Finlande et qui explique que le devoir collectif est bien de faire changer la pente pour que l'individu qui a à pousser son boulet ou sa boule puisse le faire plus facilement. Et ceci, ça peut passer par effectivement, comme on disait en plaisantant, la signalisation des ascenseurs dans vos buildings, des escaliers dans vos buildings quand on attend l'ascenseur, mais par des tas de choses sur les transports publics et aussi par des politiques qui permettra à tous d'avoir une alimentation saine, disponible et abordable, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans la plupart des pays du monde. Alors, il est important de prévenir, il est aussi important de dépister, et notamment de dépister ce diabète de type 2, parce qu'en fait, il y a énormément de diabétiques qui s'ignorent. Et en France, nous avons donc eu des grandes campagnes de prévention, notamment de l'Association française des diabétiques, pour ces campagnes de dépistage, en essayant, si possible, de cibler sur les populations à risque, hein, lorsqu'il y a du diabète familial, lorsqu'il y a de l'obésité familiale, lorsqu'on a la notion de petit poids de naissance, et vous avez bien vu avec l'exposé de Marie-Aline Charles, lorsqu'il y a un diabète gestationnel, et puis également, bien sûr, sur les milieux défavorisés. Juste pour reprendre les données d'Obépi, on voit à nouveau en France ce lien extrêmement étroit entre les revenus des foyers et l'importance de l'obésité. Hein, on voit 25% d'obésité contre 15% en moyenne lorsqu'on a un faible revenu, contre 7% dans les foyers beaucoup plus favorisés. Effectivement, un de mes maîtres, le professeur Berthezen, disait qu'on diminuerait beaucoup les maladies cardiovasculaires en augmentant le SMIC. C'était sa façon de voir les choses, mais c'est vrai que lutter contre la précarité et la pauvreté est également un excellent moyen de prévention de toutes ces maladies chroniques. Alors, il y a bien sûr ces stades de prévention, ces stades de dépistage, mais on arrive, comme l'a bien expliqué Sébastien, à des stades de maladies constituées où là, il faut des traitements. Et là, on est vraiment dans une situation difficile en ce qui concerne l'obésité, puisque, comme l'a souligné cet article assez fameux et qui nous a beaucoup fait parler dans notre milieu du New England, la plupart des traitements recommandés manquent de niveau de preuve et malheureusement, l'industrie pharmaceutique a été en échec. Nous n'avons pas la sibutramine en France, nous n'avons plus aucun médicament de traitement de l'obésité en dehors de l'Orlista qui est utilisé de façon marginale. Donc il est extrêmement important d'avoir de nouvelles approches pour lutter contre l'obésité. Et là, je crois que c'est important de reprendre ce schéma que vous a montré Sébastien Cernikoff pour comprendre que l'obésité, c'est une maladie beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qu'effectivement, il n'y a pas une obésité, mais des obésités qui vont dépendre bien sûr de l'importance du poids, mais également de la répartition du tissu adipeux, également de la qualité de ce tissu adipeux, de son infiltration inflammatoire, de sa fibrose, et puis également du stade évolutif de la maladie. Il est évident qu'un traitement qui sera efficace en début, lorsqu'on est face à une
prise de poids initiale deviendra complètement inefficace à des stades de chronicisation où en plus on aura des complications comme l'insulinorésistance, l'atteinte hépatique, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, il est extrêmement important lorsqu'on est face à un patient d'être capable de le situer sur cette courbe, de connaître ce qu'on appelle son phénotype très précis, qui peut aller jusqu'à des biopsies de tissu adipeux pour savoir ce qu'il y a dans ce tissu adipeux, des mesures de cytokines, et puis bien sûr un diagnostic de toute l'histoire de la trajectoire de vie. Et on est là face effectivement au défi de la médecine personnalisée qui doit s'adapter au stade de la maladie. Alors pour cela, il est extrêmement important de continuer la recherche, à comprendre effectivement ce qui se passe dans ce tissu adipeux, qui est le point de départ. Et en France, nous avons la chance d'avoir une médecine translationnelle, notamment dans le domaine de l'obésité, notamment dans le domaine du tissu adipeux, extrêmement bien organisée. Nous venons récemment d'avoir un réseau de recherche clinique labellisé entre notre groupe à Lyon, le groupe de Karine Clément à Paris et le groupe de Dominique Langin à Toulouse pour travailler ensemble pour, à partir de ces notions, ces recherches sur la biologie du tissu adipeux, arriver à l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Dans notre groupe à Lyon, on s'intéresse beaucoup sur les déterminants de cette graisse abdominale, savoir qui va faire plutôt de la graisse abdominale par rapport à simplement se développer du tissu adipeux sous-cutané qui, comme le professeur Cohino l'a montré, est plutôt protectrice. Alors nous avons fait des surnutritions expérimentales, un protocole un petit peu particulier où on a pris des gens soit minces soit en surpoids et on les a fait grossir uniquement pour regarder les déterminants précoces lorsqu'on est dans une phase dynamique de prise de poids. Et on a pu montrer des différences dans la quantité de graisse viscérale prise par les sujets et on a pu montrer que ceux qui prenaient le plus de graisse viscérale avaient en fait au niveau de leur tissu adipeux sous-cutané des défauts dans l'expression des gènes impliqués dans le stockage des graisses. En fait, ce tissu adipeux sous-cutané est moins capable de colmater l'excès d'énergie qui vient et du coup, ces graisses vont se mettre dans des dépôts ectopiques, notamment viscéraux, qui à terme, bien sûr, ce n'a pas été vu dans notre étude qui était courte, vont être délétères sur le plan métabolique. On est donc maintenant en train d'étudier les mécanismes responsables de ces défauts qui pourront être des cibles thérapeutiques. Nos collègues à Toulouse montrent une relation entre la lipolyse, la libération d'acide gras libre par le tissu adipeux et l'insulinorésistance. Et il y aura un essai clinique avec d'anciennes drogues qui bloquent la lipolyse pour essayer de lutter contre ce phénomène. Karine Clément à Paris a bien montré ces phénomènes inflammatoires et de fibrose. Et ils ont pu montrer dans cette étude que le degré de fibrose dans le tissu adipeux, plus le tissu adipeux était fibreux, moins bonne était la perte de poids après chirurgie de l'obésité. Et actuellement, l'équipe de Karine développe l'équivalent d'un fibroscan qu'on fait pour le foie pour mesurer très facilement la fibrose du tissu adipeux. Et probablement, on aura dans le réseau des essais avec des antifibrotiques pour lutter contre cette fibrose. Alors, comme vous l'a expliqué Sébastien Sernikov, le tissu adipeux est en résonance avec l'ensemble des organes et c'est ces communications interorganes qui sont responsables en partie des complications de l'obésité. Donc, il est important de bien connaître ces liens pour avoir ces innovations thérapeutiques. Alors des liens, il y en a avec tous les organes. On a parlé tout à l'heure du microbiote. On va avoir la possibilité de moduler ce microbiote avec des interventions nutritionnelles, notamment par les fibres, mais peut-être des traitements antibiotiques spécifiques lorsqu'on aura mieux identifié les souches qui seraient délétères ou d'autres traitements qui pourraient favoriser la prolifération des souches dites bénéfiques. On a aussi montré des liens entre la fibrose du tissu adipeux et la fibrose hépatique et peut-être que des traitements antifibrotiques à terme pourront avoir un intérêt. Et puis, bien sûr, le muscle étant une composante très importante, le muscle peut être la cible du tissu adipeux qui va, par ses adipokines délétères, entraîner une insulinorésistance. Mais le muscle lui-même produit des myokines qui peuvent être favorables. Et en fait, l'exercice physique a bien sûr des effets favorables. Et il est extrêmement important d'être capable de monitorer les comportements des individus. Et dans notre équipe, le professeur Chantal Simon est capable de mettre des capteurs différents chez les gens et de montrer des profil, c'est ce qui est représenté comme on représente les puces, pour savoir un peu le temps passé couché, debout, avachi, dans différentes positions. Et en fait, pour un même niveau de dépense énergétique, vous avez un profil de l'activité physique qui est très différent et qui peut avoir des conséquences physiopathologiques extrêmement différentes. Donc c'est toute cette recherche qui est assez vive en France et qui, on l'espère, bien organisée en réseau, permettra de déboucher vers de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouvelles stratégies.
Donc, extrêmement important, pour revenir à notre question initiale, pour faire face à cette épidémie, de s'organiser, donc avec des stratégies thérapeutiques innovantes, bien phénotyper les patients, bien adapter les traitements au stade de la maladie, bien sûr avoir des actions avec des parcours de soins cohérents, un développement de l'éducation thérapeutique qui est extrêmement importante pour que les patients puissent adhérer à ces modifications de style de vie qui ne sont absolument pas faciles à mettre en place, et bien sûr former des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, travaillant ensemble pour cette éducation thérapeutique au profit des patients. Alors en France, nous avons la chance, effectivement, et c'est vrai que le professeur Arnaud Badevant a été un des grands organisateurs de notre médecine de l'obésité, et nous avons maintenant 37 centres spécialisés pour la prise en charge de l'obésité, qu'on appelle CSO. C'est de la prise en charge à la fois pédiatrique et adulte, médicaux et chirurgicale. Et dans ces 37 centres, 5 ont été particulièrement labellisés par la réintégration à la recherche, 2 à Paris, donc Sébastien bien sûr fait partie de ces centres, 1 à Lille, 1 à Lyon et 1 à Toulouse. Et puis donc nous avons ce réseau de recherche clinique qui part de Lyon, Paris, Toulouse, mais qui a pour but de s'étendre à tous ces CSO et qui est très en lien avec la recherche clinique européenne dans le cadre de ECRIN, qui est maintenant un réseau de recherche clinique permanent au niveau européen. Alors, il est important de responsabiliser tous les acteurs, et le professeur Champentier a lancé un petit peu le débat, faut-il taxer ou pas? Ma conviction personnelle est qu'il est extrêmement important d'inclure l'industrie agroalimentaire dans la réflexion. Et il est extrêmement difficile, bien sûr, en tant que médecin ou scientifique, de collaborer avec l'industrie agroalimentaire parce que nos intérêts ne sont pas les mêmes. Mais c'est quand même le pari qu'on a fait au Fonds français alimentation et santé, dont je suis présidente, c'est de travailler ensemble dans un intérêt général. Et l'industrie agroalimentaire a malgré tout intérêt aussi à développer des axes vertueux et de toute façon, ils continueront à nourrir la planète. Si on ne travaille pas avec eux, on ne pourra pas influencer. Donc il faut influencer sans être influencé. Et c'est tout le pari qu'on a fait au Fonds français, où la mission est de nourrir le débat sur ces grandes questions sociétales, de financer la recherche et de favoriser l'information scientifique. Alors, on a la chance en France, quand même, d'avoir ce grand programme national nutrition santé, lancé il y a de très nombreuses années par le professeur Serge Herzberg, qui a eu la chance d'être poursuivi par les gouvernements successifs, même lorsqu'ils ont changé de bord politique. C'est dire l'importance du programme. Je crois que ce programme est en train de diffuser dans de très nombreux pays à travers le monde, le Mexique notamment, et Serge Herzberg était avec notre président lors du déplacement récent au Mexique. Alors, le programme national nutrition santé est une façon de diffuser tous ces messages de santé publique, à la fois sur le comportement alimentaire et sur l'activité physique. La santé vient en mangeant et en bougeant. Des choses qui apparaissent simples, des messages qui ont parfois été presque galvaudés. Tout le monde rit, 5 fruits et légumes, mais tout le monde le sait et tout le monde commence à augmenter son niveau d'information générale, et je crois que c'est extrêmement important. Et ce n'est que par la continuité des programmes d'action, bien sûr, il est difficile de voir très rapidement des effets, c'est que la continuité qui permet d'avoir des résultats. Donc en résumé, comment la médecine peut faire face à ça? Eh bien, 3 choses. 1, prévenir par ces programmes de santé publique de durée extrêmement longue. Et donc, pour les politiques, ce n'est pas facile parce qu'ils aiment voir des résultats immédiats pour les prochaines élections. Donc, c'est un courage politique de faire les choses dans la durée. Deuxièmement, dépister, c'est extrêmement important, par des campagnes de dépistage et aussi par l'information du grand public. Et troisièmement, traiter. Et ça, c'est très important qu'on continue à avoir une recherche préclinique, recherche clinique. Et après, il y a aussi tout un pan de la recherche qui est comment on applique toutes ces recommandations en vie réelle, parce qu'il est bien beau d'avoir monté dans des essais contrôlés que telle et telle chose marchait. Après, il faut être capable de le transmettre à la société. Et c'est là encore un autre type de recherche. Et c'est pour tous ces points que j'espère nous pourrons développer des collaborations entre nos pays, parce que je crois qu'on a vraiment des intérêts en commun, et c'est qu'en travaillant tous ensemble qu'on aura une petite chance de s'en sortir. Je vous remercie de votre attention. Merci Martine, merci beaucoup.